Alors, bonjour à tous, merci au comité d'organisation de m'avoir invité à parler il n'y a pas plus loin, ou quasiment pas plus loin, du rectum et de l'anus que l'intestin grêle. Donc, vous parlez de chirurgie de l'intestin grêle, de la maladie de Crohn, de l'intestin grêle, et qui finalement, comme vous le savez, est la localisation la plus fréquente à la fin de l'intestin grêle. J'ai deux, trois choses à vous dire avant de commencer ce topo. La première chose, c'est cette diapositive, c'est mes conflits d'intérêts caractère financier. La deuxième chose, c'est que je suis chirurgien colorectal, et si je devais vraiment choisir, j'espère que ça ne m'arrivera jamais, je ne garderai que la chirurgie des Mickey, donc je pourrais en parler pendant 18 heures, mais je vais essayer de réduire autant qu'on me l'a importé, enfin qu'on m'a donné, quoi. Et puis la troisième chose que j'ai à vous dire, c'est cette diapositive. Cette diapositive, qui est une diapositive assez classique, hein, je n'ai fait que recopier ce qui a été écrit dans mes bouquins, ce qui a été écrit dans mes cours, ce que j'ai appris, ce qu'on a, je crois, tous appris. Quand on a appris un peu la chirurgie de la maladie de Crohn, quasiment tous les topos, tous les chapitres sur la chirurgie de la maladie de Crohn commencent comme ça. La chirurgie dans la maladie de Crohn idéale, terminale, est réservée au cas d'échec ou d'impossibilité du traitement médical, donc dans les formes B1, les formes strictement inflammatoires, non compliquées, quand elles sont réfractaires à peu près tous les traitements médicaux. Et puis, par contre, là, dans les formes compliquées, les formes B2, les formes B3, bah là, il faut les opérer parce que de toute façon, on ne peut pas les traiter médicalement. Alors, ça commence assez bien parce que cette diapositive, je vais essayer de vous l'expliquer, est probablement maintenant totalement fausse. Donc, il va falloir oublier cette notion. Pourquoi ? Bah parce que vous le voyez, on est en fait en plein changement de paradigme majeur, avec une évolution des choses que je trouve absolument passionnante. Et c'est vrai pour un certain nombre de choses en chirurgie en ce moment, et je trouve ça absolument passionnant. La maladie de Crohn, la chirurgie de la maladie de Crohn, pas du tout compliquée, où on a dit qu'il ne faut jamais l'opérer, ou alors il faut décider uniquement si c'est réfractaire. Et puis on se hurle tous dessus en RCP pour la définition de ce que ça veut dire, réfractaire. Parce que, évidemment, comme il y a une nouvelle molécule tous les 3 mois, bah, ça change tous les 3 mois. Bah, en fait, il y a un essai randomisé, je pense que tout le monde le connaît, hein, on en a beaucoup parlé. Il a un nom absolument imprononçable, parce qu'il y a voilà, vous voyez bien, c'est pas une faute de frappe, hein, ça s'écrit comme ça. Bon, on va dire qu'il s'appelle Lyric. Et dans Lyric, l'idée, c'était de randomiser, quand on a une maladie de Crohn idéale terminale, tout ce qu'il y a de plus précoce, tout ce qu'il y a de plus gentil, tout ce qu'il y a de plus pas du tout compliqué, et ben on va randomiser des anti-TNF, de l'infliximab en l'occurrence, versus de la chirurgie, puis on voit ce qui se passe. Ce que j'aime bien en plus dans cet essai, c'est que c'est la qualité de vie comme primary endpoint dans l'essai, que je trouve probablement le plus important pour cette maladie qu'on ne peut pas traiter stricto sensu sur le plan étiologique. Et ben, il dit quoi, Lyric, quand on randomise? Il dit en fait qu'il n'y a pas de différence de qualité de vie. En fait, ça ne change pas grand-chose pour les malades, soit d'être opérés précocement par rapport à avoir un traitement au long cours par anti-TNF. Alors quand on dit ça comme ça, on se dit, bon, alors d'accord, mais pourquoi on fait le débat? En fait, quand on voit un peu plus loin, hein, quand on regarde les résultats à plus long terme de Lyric, il y a quand même des données qui laissent à penser qu'il y a peut-être un groupe qui est vachement intéressant dans le contexte. C'est que quand on regarde les malades qui ont été opérés, on s'aperçoit que finalement 26%, c'est pas rien, mais c'est pas non plus tout le monde, loin de là, 26% seulement des malades ont besoin d'avoir de l'anti-TNF en post-opératoire, pour une raison que ce soit en prophylactique ou pour que ce soit pour une récidive. Et puis dans le groupe, par contre, infliximab, près de la moitié des malades, en fait, sont opérés. En fait, c'est un échec à plus long terme du traitement médical, et en fait, ces malades sont opérés. Ça dit évidemment quelque chose de très important sur la maladie de Crohn précoce. Alors on peut toujours dire, c'est un essai randomisé, c'est pas la vraie vie. Je déteste cette expression, la vraie vie. Voilà, la vraie vie, ça c'est une étude de cohorte danoise. C'est l'étude qu'on appellera maintenant l'étude d'Agraval. Pour une raison simple, c'est que c'est Agraval qui l'a écrite. Et en fait, c'est exactement les mêmes résultats. La chirurgie est une option satisfaisante. Et ça change beaucoup par rapport à la première diapositive que je vous ai présentée. C'est absolument pas vrai que tous les malades doivent jamais être opérés quand on a une maladie de Crohn précoce. C'est pas vrai. On peut probablement les proposer une chirurgie chez des cas très bien sélectionnés. On va revenir là-dessus, bien sûr.
Dans les B2, donc les formes compliquées, hein, B2 c'est sténose, B3 c'est fistule, globalement, B2 c'est exactement l'image miroir, c'est exactement l'inverse. On a tous appris, enfin moi en tout cas j'ai appris, c'est même pas la peine de discuter, il faut tous les opérer parce que de toute façon ça marche pas le traitement médical, c'est collagéneux, c'est fibreux, les traitements anti-inflammatoires ça marche pas. On est tous d'accord, bien sûr ça marche jamais, ça marche tant et si bien pas du tout que dans l'étude créole, quand on leur met des anti-TNF, ça marche dans la majorité des cas, en fait. Dans plus de 50%, 64% des patients sont traités efficacement par des anti-TNF alors qu'ils ont une forme sténosante. Et donc, on peut probablement éviter la chirurgie chez une partie de ces malades. Alors, bien sûr, pas tout le monde n'est pas à la même probabilité de réponse aux anti-TNF. L'intérêt de Créole, c'est de pouvoir avoir un score. Il est recopié sur cette diapositive, j'arrive jamais à le retenir. Il est hyper compliqué, mais c'est pas grave. On comprend assez facilement qu'on peut identifier les malades qui vont probablement répondre aux anti-TNF. Alors encore plus fort, encore plus percutant, encore plus disruptif. On a des maladies une maladie de Crohn luminale fistulisante, avec vraiment ces malades où on n'aime pas du tout, on se dit mais non, mais là c'est même, on n'aime pas discuter, c'est sûr qu'il faut l'opérer. Et en fait, l'étude MICA montre que c'est en fait possible de les traiter médicalement avec des anti-TNF, de l'adalimumab en l'occurrence. Et c'est même tellement incroyable que dans 74% des cas, quand on a une maladie de Crohn fistulisante idéale terminale, on peut avoir une réponse satisfaisante au traitement médical. Alors, il y a quand même un petit problème dans l'étude MICA, qui par ailleurs est magnifique, hein, bien sûr, bien évidemment. Mais le problème, c'est que quand on regarde les facteurs pronostiques d'échec des anti-TNF chez les formes fistulisantes, c'est les malades qui avaient un abcès qu'on a dû drainer sous scanner. C'est-à-dire, pour les chirurgiens, le chirurgien que je suis, les vrais maladie de Crohn idéale terminale fistulisante, parce que quand il n'y a pas vraiment d'abcès, franchement, honnêtement, c'est pas vraiment une maladie de Crohn idéale terminale fistulisante. Donc bon, ça modère un peu les transports sur cette idée, mais enfin, ça quand même, ça nous fait germer dans notre tête que c'est pas tout à fait vrai, qu'on ne peut jamais traiter médicalement une maladie de Crohn fistulisante. Alors ça, c'est un diagramme. Alors là, j'en suis vraiment très très fier. C'est un diagramme qu'on a mis de nombreuses heures, après de nombreuses discussions avec M. Lahari à développer. Vous voyez toute la puissance intellectuelle sous cet algorithme. S'il n'y avait même pas de chat GPT, c'est du word art pur. Et vous voyez l'évolution des indications dans la chirurgie de la maladie de Crohn. On l'a même publié, c'est vous dire si c'est brillant. Initialement, vous voyez que c'était noir ou blanc. Alors j'ai mis des couleurs, donc évidemment maintenant ça devient plus compliqué. Bleu ou bleu foncé, quoi. Et qu'en fait, on devient sur un dégradé. Vous voyez le... Ok, je passe, merci. Non, mais vraiment, très sérieusement, il faut bien comprendre qu'il y a un changement de paradigme qui est très important. Alors, une fois qu'on s'est écharpé pour savoir quand est-ce qu'il fallait opérer, évidemment, une partie importante de notre travail à nous, les chirurgiens, ça va être de savoir comment est-ce qu'il faut opérer pour optimiser les choses, pour réduire les problèmes. Et là, pour savoir comment répondre à cette question, il va falloir quand même se poser 2 secondes la question de... Qu'est-ce que c'est l'objectif de la chirurgie de la maladie de Crohn? Qu'est-ce que c'est une bonne chirurgie de la maladie de Crohn? C'est probablement réduire l'impact pour les malades. On a dit tout à l'heure que la qualité de vie, c'était un point qui était fondamental. Et vraiment, je crois que c'est très important, cette idée. Donc, c'est éviter les grandes cicatrices à l'ancienne, la parotomie, éviter les stomies, évidemment, quand on demande aux malades. Le pire, c'est toujours la stomie. La première chose dont on parle aux malades, n'est même pas assis. C'est bon, d'accord, mais vous allez me faire une poche ou pas? Évidemment, éviter le grêle court, parce que Francisca Joly a d'autres choses à faire que de prendre en charge nos patients toute la journée. Réduire le risque de complications post-opératoires, bien évidemment. Et évidemment, tenter désespérément, techniquement, chirurgicalement, de minimiser le risque de récidive de maladie de Crohn. Alors, comment on réfléchit, nous, les chirurgiens? On a quand même pas mal de données maintenant, hein. Pourquoi une stomie? Pourquoi est-ce qu'on fait une stomie quand on opère une maladie de Crohn de l'intestin grêle? C'est très simple. Le risque principal post-opératoire pour les malades qu'on opère du grêle, d'un Crohn du grêle, c'est la fistule anastomotique. Et puis, en fait, cette fistule anastomotique, on a bien modélisé ces facteurs de risque d'apparition. Ça, c'est une étude qui est hyper ancienne maintenant, hein, qui est une étude de Yamamoto, qui, comme son nom l'indique, est une étude donc anglaise, qui a fait plus de 550 malades inclus et qui a identifié les 3 facteurs de risque clés que tout le monde connaît de complications post-opératoires, les corticoïdes, la dénutrition et les formes fistulisantes. Et en fait, maintenant, moi j'ai été élevé
à la baguette comme ça, chez les patients à haut risque, on ne fait pas d'anastomose parce qu'on est à trop haut risque de péritonite, et donc de mortalité, et donc de gros problèmes post-opératoires, et donc ça ne va pas. Alors évidemment, il y a quelques facteurs de plus depuis qui ont été décrits, qui sont certains assez évidents, d'autres peut-être un peu moins, voire discutables. L'occlusion, bien évidemment, il est hors de question d'aller faire une couture digestive sur un grêle qui est ultra distendu à cause d'une sténose majeure. Et donc, et ça c'est un message qui est très fort, je crois, très important pour les gastro-entérologues médicaux qui s'occupent des patients, la chirurgie dans la maladie de Crohn en situation d'urgence en occlusion doit être exceptionnel. Exceptionnel. Il n'est pas normal d'opérer en urgence un malade en urgence d'une occlusion sur Crohn. Faut vraiment se mettre ça dans la tête, ça doit être absolument exceptionnel. Les abcès, tout le monde le sait bien évidemment, il faut préparer au mieux les malades avant la chirurgie et donc drainer. Alors je déteste les cut-offs numériques, plus de 5 cm, 5,2, mais ça fait exactement 5 cm. Du coup, qu'est-ce que je fais? En fait, si c'est techniquement faisable, il faut drainer l'abcès. Si votre radiologue peut le faire, il faut qu'il le fasse. Et ça améliorera les suites post-opératoires. Bien évidemment, les malades sténosants, les malades fistulisants, ils sont un peu plus à risque de la chirurgie que les autres. On le voit bien quand on regarde les facteurs de risque. Mais on a développé des stratégies pour essayer de compenser ce surrisque lié au caractère un peu compliqué de la maladie de Crohn. Et donc c'est assez vrai quand on parle des sténoses. Par définition, on va demander au malade de cicatriser, donc de ne pas être dénutri, mais il a une maladie qui sténose et qui empêche donc de se nourrir convenablement. C'est assez simple. Il y a ce papier français, qui est issu du registre prospectif du GT de chirurgie, qui a évalué l'intérêt de renutrir les malades d'un support nutritionnel chez des malades qui étaient très à risque, parce que très impactés sur le plan symptomatique de l'obstruction liée à la maladie de Crohn. Donc en fait, c'est des malades très à risque, vous voyez, c'est uniquement des malades avec un BMI inférieur à 18, une perte de poids supérieure à 10%, une hypoalbuminémie, donc très probablement des malades très dénutris qui arrivent au bloc. Et puis on a séparé deux groupes, les malades où on est vraiment très à la hussard, on les opère d'emblée, puis des malades où on réfléchit un peu plus, on essaye de leur faire un support nutritionnel préopératoire. Deux messages dans le papier. La première chose, c'est que, eh bien, chez quasiment un quart des malades, va y avoir un échec. Et les facteurs principaux d'échec de ce modulène, en pratique, on est bien d'accord, hein, c'est les fistules interenses. Là, en fait, c'est très probable qu'on ait du mal, que le malade ait du mal à supporter les choses. Et là, il y a probablement une place pour la nutrition parentérale. Et le deuxième message, c'est que, alors c'est pas significatif, on s'en fout, ce qui compte, c'est le concept, c'est que on arrive à rattraper très probablement une partie du surrisque lié à la dénutrition quand on les renutrit avec du modulaire. Je vais un peu accélérer pour pas trop dépasser le timing, mais quid des traitements préopératoires, bien évidemment. Alors, on le sait tous, il y a plein de papiers sur le sujet, de très nombreux papiers. Les corticoïdes, je ne vais pas le détailler, tout le monde le sait maintenant. Les corticoïdes et la chirurgie, ça fait très mauvais ménage. Et donc, dès qu'on peut sevrer les patients de corticothérapie au moment de la chirurgie, c'est tant mieux. Les thiopurines, ça n'a aucun impact. Et puis, il y a la problématique des anti-TNF. Alors, excusez-moi, il y a de très nombreux, je suis en train d'éclater mon téléphone à coups de pied depuis tout à l'heure, il y a de très nombreux papiers sur l'impact des anti-TNF sur la morbidité de la maladie de Crohn. Il y a deux études que j'aime beaucoup sur le sujet. Une étude qui est super bien faite, une étude qui est un peu moins bien faite. Je ne vais pas détailler laquelle je pense est la mieux faite. Il y a une étude Remind qui a été coordonnée par le groupe Remind, et en particulier Mathieu Allais, et une étude du GT de chirurgie qui a été coordonnée par Antoine Brouquet et moi-même. Et en fait, ces études, c'est assez intéressant parce que les résultats sont totalement opposés, alors qu'il y a probablement en plus un overlap des malades. Les anti-TNF dans l'étude de Remind n'ont pas d'impact sur la morbidité de la chirurgie, alors que dans celle du GT de chirurgie, qui est mieux faite, la morbidité est probablement augmentée. Et donc, moi, je suis persuadé que les anti-TNF augmentent de manière significative la morbidité. Ça m'arrange parce qu'il y a une méta-analyse. Alors évidemment, comme la plupart des données sont de très mauvaise qualité, vous imaginez la qualité quand on les méta-analyse. C'est terrible, mais ça n'empêche que comme ça m'arrange, le message, je la cite, et puis je l'encadre, qui montre que la morbidité est augmentée chez les malades qui sont traités par anti-TNF, et donc je crois quand même qu'il faut faire un tout petit peu attention quand on peut le faire. Évidemment, il n'y a pas encore d'études où on a parfaitement bien optimisé les malades sous anti-TNF, mais enfin bon, on va voir. Quid des nouveaux traitements? Alors nouveau, ça commence à ustekinumab, donc c'est pas si nouveau, on est bien d'accord, mais là-dessus,
attention, il n'y a pas beaucoup de données, il y en a quelques-unes, mais toutes ces données sont comparées aux anti-TNF. Et donc là, on se dit, attention, il y a quand même quelques signaux d'alerte, une morbidité qui est augmentée par rapport aux anti-TNF. Donc par rapport à rien, peut-être qu'il y a une augmentation. Et quand on va sur les vraies nouvelles molécules, là, il n'y a aucune donnée. On va essayer de remédier à ce problème rapidement, mais ça va prendre quand même un peu de temps parce que, évidemment, il faut qu'on ait des malades. Alors, en termes de voie d'abord, comment opérer les patients, ça tout le monde le sait maintenant, mais la cœlioscopie, c'est la voie d'abord de référence. Ça fait mieux que la laparotomie en termes de complications, de retour du transit, de durée d'hospitalisation, et c'est fondamental quand on a comme endpoint principal la qualité de vie. La résection du mésentère, parce que vous savez, les chirurgiens, tous les 2-3 ans, trouvent un nouveau sujet pour s'engueuler dans les congrès, et donc là, on s'est engueulé sur les 3 dernières années sur 2 sujets dont on va parler maintenant. La résection du mésentère, on s'est dit à un moment, est-ce que c'est peut-être intéressant d'enlever le mésentère, parce que pour toute personne qui est déjà rentrée dans un blog de maladie de Crohn, vous savez que le mésentère est très bizarre dans la maladie de Crohn. Il y a ce qu'on appelle le creeping fat, une espèce de gras comme ça qui va manger sur l'intestin. Et évidemment, tout le monde se pose la question de savoir si c'est causal ou conséquentiel dans la maladie de Crohn, ce creeping fat. Et puis, quelques personnes se sont dit c'est causal. C'est causal, en fait. Et donc, il faut en enlever une grande partie, faire quasiment un curage. On va réduire le risque de récidive. Il y avait des données préliminaires qui suggéraient que c'était vrai. Et puis, il y a un essai randomisé qui démontre que c'est absolument pas vrai. Ça a été publié il y a 2 mois dans le Lancet Gastro. Ça ne sert absolument à rien de faire une résection large du mésentère en termes de récidive. Quelle anastomose? C'est le deuxième sujet où on s'est un peu tous engueulés. J'ai mis beaucoup de temps à trouver des schémas à peu près corrects d'anastomose sur Internet. Donc, ce qui est recommandé, je vais vous passer les détails parce que c'est très technique et franchement, la technique, ça a peu d'intérêt. C'est une anastomose latéro-latérale. On peut la faire dans ce sens-là quand on aime les gastro-entérologues pour qu'ils puissent aller cathétériser facilement l'intestin grêle ou dans l'autre sens quand on est égocentrique et que... mais ça, c'est un problème juste de... Voilà. Le deuxième sujet, c'est l'anastomose Cono-S. Alors ça, c'est un sujet qui est hyper technique parce que vous voyez sur les schémas que on ne comprend pas du tout ce que c'est exactement, mais en tout cas, c'est Kono, c'est un chirurgien japonais qui a développé, en fait, on comprend bien sûr, on en a fait, l'idée, encore une fois, avec cette histoire de rapport avec le mésentère, peut-être qu'en éloignant au mieux les coutures du mésentère, on arriverait à faire réduire le risque de récidive. Il y avait des données préliminaires ici, italiennes, qui suggéraient qu'il y avait un intérêt en termes de récidive, et en fait, dans une étude française, vraiment incroyablement bien faite, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a probablement aucun impact du Kono sur le risque de récidive. Et donc là, encore une fois, deuxième sujet où les chirurgiens pensaient avoir révolutionné les choses, et en fait, c'était malheureusement pas si vrai. Ça n'a probablement pas d'intérêt. L'impact des structuroplasties, parce qu'en fait, finalement, tout le monde en parle, peu de gens en font. En fait, les structuroplasties, vous voyez sur ces schémas, il y a plein de choses qui ont été proposées. Il y a même à droite sur la diapositive des structuroplasties over the valve. Donc, c'est des Michelacci modifiés, en fait, qui sont une alternative à la résection iléosécale pour les maladies de Crohn iléale terminale. Ça a été développé par l'équipe d'Amsterdam. En fait, on a très peu de données très factuelles, vraiment, vraiment bien faites sur les structuroplasties. On a cette étude récente que je trouve pas mal, qui a comparé la résection iléosécale. Alors, elle est vraiment très critiquable, mais c'est pas très grave. Résection iléosécale versus la structuroplastie over the valve, qui montre que c'est potentiellement une alternative séduisante qui pourrait permettre de ne pas resséquer les patients. Tout ça se discute évidemment parce qu'on a encore une fois une puissance scientifique derrière ça qui est pas encore tout à fait satisfaisante. Et donc attention quand même. En post-opératoire, qu'est-ce que ça veut dire maintenant en 2024 d'être opéré de sa maladie de Crohn? On l'a dit, hein, c'est plus du tout, j'ai souvent la grande cicatrice, j'ai souvent la stomie, j'ai la sonde pendant 3 semaines, je ne me lève pas, c'est la catastrophe. Comment ça se passe dans la plupart des centres? Comment ça se passe à Saint-Louis? Les malades boivent le soir même de l'opération, sortent du lit au fauteuil le soir même de l'opération, ont une alimentation normale le lendemain de l'opération, ont un arrêt de la perfusion le lendemain matin de l'opération et sortent dans l'extrême majorité des cas entre J3 et J5 et le plus souvent à J3 qu'à J5 en l'absence de complications. Bien évidemment, je passe là-dessus parce que tout le monde le connaît l'idée, et puisque mon timer est à 0, c'est la dernière diapositive. Ça, c'est les données factuelles du GT de chirurgie sur qu'est-ce que ça doit être, les données, les résultats de la chirurgie de la maladie de Crohn du grêle en 2024, extrême large majorité de laparoscopie, extrême
faible taux de stomie, moins de 10%, des complications globales de moins de 30%, mais en fait, dans moins de 10% des cas seulement de la morbidité grave, une sortie à J3, J5, donc une chirurgie qui est hyper bien tolérée et qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on a connu il y a maintenant un certain temps. Je vous remercie de votre attention. Bravo pour cette présentation très complète. On a le temps pour une question. Et Thierry. Ouais, bravo, hein, t'es le Mick Jagger, je pense, de la proctologie. Ouais. Ou alors t'abusais de la cocaïne, je sais pas, mais fantastique. Alors, non, juste une question sur le changement de paradigme. Tu disais 50% des patients qui avaient des anti-TNF finissaient par être opérés, ce qui est beaucoup. C'était quel patient? Parce qu'à ce moment-là, on se pose vraiment la question. Parce on va, nous, dans les traitements médicamenteux, plus ou moins puissants, dont on a à disposition. Si on se dit, tiens, il faut peut-être les opérer, comment on les sélectionne? C'était qui ces 50%? C'est là-dessus qu'est basé le score. Moi, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est là-dessus qu'est basé le score. Dans Créole, il y a un score qui comprend des facteurs radiologiques, des facteurs d'histoire de la maladie avec l'ancienneté, des facteurs de symptômes. Où globalement, on arrive quand même assez bien à prédire, mais je te dis tout de suite, c'est assez intuitif, hein. On arrive assez bien à prédire qui va répondre ou pas. Alors évidemment, il peut y avoir des malades chez qui qu'on va traiter par anti-TNF et qui vont être un échec, mais globalement, si on applique le score relativement à la lettre, c'est pas mal, ça marche pas mal. Ça marche d'autant mieux qu'en fait, il n'a jamais été validé par une autre étude prospectivement suivant les mêmes, mais il y a d'autres études qui ont utilisé d'autres critères qui sont retombés sur des items majeurs du score de Créole. Donc on pense que c'est un bon score. Léon, j'ai une question. En quoi l'étude lyrique a modifié ta prise en charge des patients en l'absence de stratification des risques? Et voilà, est-ce que tu as modifié ta pratique par rapport à cette étude? En fait, comme vous le savez, dans le chirurgien digestif, c'est quand même une relation très particulière avec les gastro-entérologues, hein, dans les discussions. Et donc, clairement, l'étude lyrique ouvre la porte. Alors moi, j'ai eu la chance de travailler pendant des dizaines d'années avec un gastro-entérologue qui est à ta gauche, qui avait la chirurgie, et l'équipe avec laquelle il travaille, qui avait la chirurgie assez facile chez les malades sélectionnés dans les formes précoces, donc ça m'a pas du tout surpris. Mais en pratique, quand même, ça ouvre une porte majeure, ça ouvre une porte où vraiment le chirurgien n'est plus un échec catastrophique d'un traitement médical, mais comme d'autres traitements, une voie possible et une voie qui est satisfaisante. Et je crois que ça change beaucoup de choses dans les rapports, dans les discussions avec les patients, avec les médecins. La chirurgie, c'est pas un échec. La chirurgie, c'est possible. Il y a des malades qui vont pas avoir envie d'être suivis, pas avoir envie de venir en HDSI si on a une forme IV, qui vont avoir peur de l'immuno, qui vont avoir peur de la modulation, des anticorps, je ne sais pas quoi. Et chez ces malades-là, c'est possible de les opérer. Ça pose pas de problème. Ouais, je crois qu'il y a des données qui manquent. C'est très convaincant. Tu dis... on peut traiter médicalement des malades qu'on réservait que à la chirurgie, les formes compliquées, les sténoses, les fistules, et finalement, il y a des traitements médicaux qui font que ça va bien, et des malades qu'on peut opérer maintenant précocement. Mais je crois que tu l'as dit, ce qui manque dans ces études et ces évaluations, finalement, c'est la qualité de vie. Parce que peut-être qu'on laisse un malade avec une fistule, une sténose, mais avec une qualité de vie qui n'est pas si bonne. Et qu'est-ce que tu peux nous dire justement de la qualité de vie post-opératoire? Parce que je crois qu'il y a quelques données là qui émergent récemment. Alors, il y a des données effectivement. Tout n'est pas rose après la chirurgie, hein. On a évidemment tous dans la tête ces malades qui ont des sténoses, qui refusaient d'être opérés, qui vont très mal, et ça va pas. Bon, ok. Tout n'est pas rose non plus après la chirurgie, hein. On a des malades où on a des problèmes de résultats fonctionnels. Il y a des données récentes, françaises d'ailleurs que tu connais, qui ont été publiées récemment, qui montrent quand même que si on est opéré précocement, on perd pas grand-chose dans l'histoire naturelle. C'est pas une catastrophe en termes de l'histoire naturelle. Voilà ce que je peux te dire globalement. Évidemment, on sait pas encore très bien modéliser. Par contre, ça c'est vrai. On sait pas très bien modéliser, en dehors de la longueur de résection, le véritable résultat fonctionnel après une résection iléosécale. Ça c'est un vrai problème. On ne sait pas encore très bien modéliser, et il est clair qu'il y a chez certains malades où ça se passe pas très bien, et j'arrive pas très bien encore à savoir lesquels. Ok, donc merci beaucoup. On va clore la session et va céder la place au GREP.